8h30 sur Al-Oula. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. CAN féminine de football, c'est parti pour 3 semaines de compétition. 12 équipes dont la sélection nationale se retrouvent à Rabat à la conquête du sacre continental. Rabat qui a brillé de millefeuille hier au coup d'envoi du tournoi africain. La rencontre inaugurale Maroc-Zambie s'est soldée sur un score de 2-2. L'excellence équestre marocaine et internationale en vedette à Rabat. La capitale abrite la 40e semaine du cheval. Une édition anniversaire qui met en compétition des centaines de chevaux et leurs cavaliers parmi les plus illustres de la planète. Une consécration de l'homme et de sa monture. Puis immersion dans les dédales colorés d'Asséla, la cité près de ses murs et remparts aux œuvres graffiti et autres arts de rue. Son mousseline culturel fait converger bon nombre d'artistes armés de leurs bombes à peinture et d'une bonne dose d'effervescence créative. Elles ont été vaillantes et combatives et ont pu, malgré les interventions musclées des Copper Queens, arracher un nul précieux. Hier, pour leur entrée en lice à la CAN féminine 2024, les Lionnes de l'Atlas sont parvenues à égaliser face à la Zambie. 2 buts partout. Dans un stade comble et une ferveur inouïe, le 11 national féminin a fait chavirer les supporters en enchaînant les incursions dans le camp adverse. Les réalisations du Maroc ont été inscrites par Ptissam Jaradi et Rizlan Choubak. Côté zambien, Barbara Banda et Rachel Kundananji ont trouvé le chemin de nos filets. Une CAN féminine qui se joue à domicile. C'est donc hier que le rideau s'est levé à Rabat sur ce méga tournoi continental avec une cérémonie haute en couleurs qui a enflammé l'enceinte du stade olympique de la capitale. Revivez les temps forts de ce show avec Zakaria Moringla. L'Afrique brille de mille feux au stade olympique de Rabat. La cérémonie d'ouverture de la CAN féminine de football a été rehaussée par un show époustouflant de son et de lumière, accompagné de feux d'artifice. A été la prestation de la chanteuse marocaine Jaylan qui a enflammé les gradins avec son dernier tube. Le spectacle a également été rythmé par des danses folkloriques traditionnelles, mettant en lumière la richesse culturelle du royaume. Cette cérémonie d'ouverture a surtout été l'occasion de mettre à l'honneur le tout nouveau stade olympique de Rabat. Véritable symbole de modernité, ce stade flambant neuf est doté de 21 000 places. Sa pelouse naturelle, ses tribunes et ses installations dernier cri en font un écran idéal pour cette grande compétition du football. Le stade est aussi doté de larges vestiaires, de stands médias modernes et de zones VIP. La sélection marocaine féminine jouera tous ses matchs de groupe au stade olympique de Rabat. Rendez-vous mercredi prochain pour la deuxième rencontre contre la RD Congo avant d'affronter la sélection sénégalaise le 12 juillet. Place à présent à notre décryptage dominical de l'actualité avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors on entame notre décryptage par ce fait diplomatique marquant, l'inauguration cette semaine à Rabat de l'ambassade de la République d'Équateur. Un geste fort qui s'inscrit dans la lignée de la décision de Quito d'arrêter toute relation avec la pseudo-raste, avec en prime un soutien franc exprimé à l'initiative marocaine d'autonomie. Quelle lecture vous en faites ? Et l'Équateur maintenant. La ministre des Affaires étrangères de ce pays, Mme Gabriela Sonafed, était là ces derniers jours. Elle a été reçue par notre ministre des Affaires étrangères, Nassal Bourita. Il y a eu un communiqué commun, vous le savez, qui a été publié à l'issue de cette visite et l'inauguration officielle de l'ambassade d'Équateur à Rabat. Évidemment, c'est un acte important qui témoigne de la dynamique de la cause nationale dans cette zone géographique, entre autres, de l'Amérique latine.
indépendamment évidemment d'autres pays africains que nous avons évoqués en d'autres circonstances. Je parle d'Amérique latine parce que c'est quelque chose d'important qui se vérifie maintenant avec le Panama. La fin novembre 2024, le Pérou, voici 3 ans, en août 2022, confirmé, il y a eu des problèmes institutionnels au Pérou, mais finalement le retrait de la reconnaissance d'un prétendu race donc s'est fait, a été confirmé en septembre 2023. J'y ajoute la Bolivie, également la Jamaïque en 2022, Barbade en mai 2024. Au total, dans cette zone-là, sur les 22 pays qui reconnaissaient la prétendue RASD, il y en a 19 au pointage d'aujourd'hui qui ont retiré l'autre. Donc voilà une dynamique qui porte ses fruits. Et sur le plan social, le professeur, la Fondation Mohamed V pour la solidarité démontre encore une fois son engagement au plus près des populations vulnérables. Preuve en est la mise en service immédiate sur hautes instructions royales de 13 centres dédiés notamment à la santé, au handicap et à la formation. Que disent ces différents projets sur les priorités de la Fondation ? Savez-vous quand est-ce qu'a été créée la Fondation Mohamed V pour la solidarité ? C'était, voici 26 ans. Exactement. Par qui ? Le 5 juillet 1999, par le prince héritier Sidi Mohamed. C'est extrêmement important, ça, vous voyez ? Donc l'histoire, c'est une longue trajectoire de 26 ans. Évidemment, s'attache à un certain nombre de choses importantes que vous avez évoquées. L'inauguration de 13 nouveaux centres, le lancement d'autres centres, ça a été fait, etc. Tout ça a été évoqué au cours de l'actualité de la semaine. Ce que je voudrais relever, c'est un certain nombre de choses. Par exemple, le bilan des fonds mobilisés depuis un quart de siècle, c'est 3,3 milliards de dirhams, dont la moitié pour la santé. Il y a eu pratiquement encore plus d'1 millier de campagnes médicales pour la période 2003-2024. Vous voyez l'effort exceptionnel qui est fait, avec des unités mobiles connectées, avec des centres de formation, de soutien, etc. Également, ça a bénéficié à plus d'1,3 million de personnes qui ont des besoins spécifiques, qui sont dans un schéma non inclusif, etc. Et puis, elle couvre, c'est ça qui est important, elle couvre un large spectre d'activités, de programmes. Vous avez fait référence à la santé de proximité, évidemment, l'innovation médicale, j'y ajoute le soutien social, l'inclusion économique et le renforcement des capacités. Pour finir, c'est un modèle. Pourquoi nous avons cette fondation-là ? C'est parce que les politiques publiques n'arrivent pas à couvrir tous les champs de la vie sociale et économique. Et c'est pour ça que la fondation joue un rôle extrêmement important. J'ajoute, c'est un modèle unique. Maghreb, en le continent africain et dans le monde arabe, et c'est quelque chose qui est particulier. C'est une ONG, mais c'est une ONG particulière, semi-étatique, qui a des axes qui sont connus, notamment l'inclusion, le soutien social, l'encadrement, les soins médicaux, etc. Et au cœur des priorités de la Fondation, il y a les jeunes. Le Maroc mise gros sur sa jeunesse, une jeunesse innovante, orientée vers des industries d'avenir, le gaming en l'occurrence. Ce secteur en forte expansion était d'ailleurs cette semaine au cœur de la Morocco Gaming Expo. Quelle pourrait être la place du Maroc dans un écosystème aussi compétitif ? Vous avez fait la transition entre la jeunesse et la problématique actuelle des politiques publiques. Donc avec la deuxième édition du Morocco Gaming Expo, c'est extrêmement important. Il faut dire que c'est un projet, on ne le dit pas suffisamment, c'est un projet qui est porté par un ministre. Le ministre de la Communication, de la Culture, etc. Depuis le début, c'est engagé dans ce secteur-là. C'est un secteur innovant, alors que traditionnellement, un autre ministre aurait été peut-être dans des chemins plus conventionnels. Je crois que c'est important, sa mobilisation et sa pugnacité, donc, pour donner à ce secteur-là la place qu'il mérite. C'est un secteur qui fonctionne sur la base d'un partenariat particulier maroco-français.
Au départ, c'est ça qui a suite d'ailleurs à la visite du président Macron, c'est quelque chose qui est distinctif et significatif de la volonté du Maroc de s'engager dans des secteurs d'innovation. Alors, ça couvre donc un secteur qui est celui du partenariat structurant. Ça vise aussi à mettre sur pied un écosystème qui soit créatif et durable en faveur de la jeunesse, vous l'avez dit. Ça aussi, pour répondre à votre question, la priorité qu'entend donner le Maroc à ce secteur-là, parce que le Maroc veut être un carrefour stratégique du jeu vidéo en Afrique. C'est une industrie. Vous savez quel est le marché mondial du gaming? Il est de 300 milliards de dollars avec des projections de 530 milliards de dollars en 2030. C'est pour dire que c'est important de s'inscrire dans cette dynamique de développement. Le souci du Maroc, c'est d'accompagner, de promouvoir une nouvelle génération de développeurs, de créateurs. Dans quel domaine? La conception de jeux, dans la programmation, les arts du numérique et puis l'encouragement, la promotion des start-up. Donc voilà un secteur d'avenir qui est de nature à répondre à l'agilité intellectuelle et technique des jeunes Marocains et leur offrir des possibilités donc de monter des entreprises et d'être compétitifs, de quoi donner au Maroc un statut de leadership régional et continental dans ce secteur-là qui est un secteur d'avenir. Je vous remercie, professeur Mostafa Salimi, pour ce décryptage. Merci à vous. Dans le monde, l'espoir d'une trêve à Gaza refait surface. Des négociations sont attendues à Doha. Des pourparlers indirects devront reprendre entre Israël et le Hamas pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien, avec libération d'otages à la veille d'une rencontre Netanyahou-Trump. Dans le même temps, la défense civile locale a annoncé la mort de 14 Palestiniens dans de nouvelles frappes israéliennes dans le territoire palestinien assiégé, affamé et dévasté par 21 mois de guerre. Et en Europe, les avancées russes s'accélèrent sur le territoire ukrainien. Les troupes de Moscou ont pris le contrôle aujourd'hui d'un village dans la région orientale de Donetsk. L'armée russe a revendiqué également la prise d'une localité au nord-est. Une avancée sur le front face à des troupes ukrainiennes qui manquent d'armement et de recrues. Outre-mer, le bilan des inondations au Texas se passe à 59 morts. Les secours travaillent sans relâche pour tenter de trouver près d'une trentaine de fillettes et d'adolescentes disparues dans les crues subites du fleuve Guadeloupe, où le niveau des eaux est monté de 8 mètres en seulement 45 minutes. Des pluies diluviennes se sont abattues dans le centre de l'État vendredi 4th of July, jour de la fête nationale américaine. Le gouverneur du Texas a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Retour chez nous, 40 ans et pas une ride. La semaine du cheval s'est ouverte hier et fête cette année ses 4 décennies d'existence. Le coup d'envoi a été donné hier au Royal Complexe des Sports Équestres et Tborida Dar Salam Araba sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. C'est donc parti pour 7 jours intenses en démonstration, compétition et championnat. Cette édition anniversaire accueillera quelques 400 cavaliers parmi les plus chevronnés sur le plan national et international. Il fait partie du fleuron des cavaliers marocains, heureux vainqueur il y a encore 2 semaines du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de saut d'obstacle de la Garde royale. Rali Bouka s'est exprimé à notre micro en marge de l'ouverture de la semaine du cheval. Nous l'écoutons.
Dar Salam, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que moi j'ai grandi ici, j'ai ouvert mes yeux, c'était Dar Salam. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une épreuve poney qu'on voit ici, là, ce qu'on va voir là tout de suite, parce que nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas ça. Et puis, c'est juste exceptionnel qu'aujourd'hui, on ait des installations dignes de 5 étoiles et de grandes séances. Tombée de rideau aujourd'hui sur le Moussem d'Asselam et la ville en gardera des souvenirs colorés car ces murs on connaît le passage d'artistes et d'artistes en devenir. C'est ainsi que les murs ont pris la parole lors d'ateliers de graffiti. Anissa Boumedi, Saïd Najah avec Nisrin Hamdawi. Les murs de la ville d'Asselam accueillent l'imagination de ces jeunes. Leur univers artistique est visiblement haut en couleurs. L'atelier de peinture murale, organisé dans le cadre du Moussem culturel de la ville, a le mérite d'éveiller des vocations et d'égayer les ruelles de l'ancienne Médina. Asselam est connu pour ses fresques murales. C'est en quelque sorte une exposition à ciel ouvert tout au long de l'année. Nous accompagnons les enfants lors de cet atelier et nous essayons de leur transmettre l'idée suivante. Petit artiste deviendra grand dans l'avenir. Un bon nombre d'artistes a fait le déplacement. Ils viennent de France, de Lituanie, de Roumanie et d'Espagne. Voilà ce qui apportera un nouveau souffle à la perle blanche de l'Atlantique. Une effervescence créative qui conforte le Moussem culturel d'Asselam dans sa vocation, celle de créer une émulation artistique. Cette édition fait la part belle aux arts plastiques et en particulier à l'art de la fresque murale, au cœur des ruelles de l'ancienne Médina. Cet atelier ouvert au grand public revêt une grande importance. C'est l'activité phare qui rythmait les différentes éditions du Moussem d'Asselam au fil des années. Ainsi, les ruelles pittoresques de la ville d'Asselam se prêtent à la flânerie pour mieux admirer ces fresques murales qui respirent la vie. Tout simplement. Et c'était la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.